Donc, merci aux organisateurs de me permettre de vous faire une petite plongée dans les temps très longs, puisqu'on va revenir sur les 10 000 dernières années, en retraçant l'histoire donc, des variations du niveau marin. Et on s'intéressera en fin de présentation aux conséquences sur l'évolution du trait de côte. Je vais revenir sur quelques fondamentaux en guise de préambule. Le quaternaire et les dernières centaines de milliers d'années du quaternaire sont marqués par des fluctuations climatiques qui ont fait alterner des phases de glaciation-déglaciation et donc des grandes variations du niveau, variation verticale du niveau de la mer, d'amplitude autour de 120 à 140, 150 mètres. Si l'on zoome sur... non, évidemment, ces grandes variations, elles ont eu des conséquences sur la migration et l'évolution de la ligne de rivage, en particulier dans les secteurs où la plateforme continentale est particulièrement bien développée. Et je vous ai mis quelques blocs diagrammes voilà, pour vous montrer les différentes configurations. C'est approximatif, mais c'est histoire d'illustrer. Différentes configurations lorsque le niveau marin était moins 130 mètres, moins 60, moins 10 mètres, et la situation actuelle. Donc on peut voir dans l'ouest européen des configurations très très différentes et une ligne de rivage qui a, au cours de cette période de temps, fortement varié. Si l'on zoome maintenant sur les 35 000 dernières années, ce qu'on peut constater, c'est un minimum ou un maximum régressif, une phase de très bas niveau marin, situé ici, qui correspond au maximum glaciaire, c'est la période dite pléniglaciaire, et puis avec un niveau marin qui stationne autour de moins 135 mètres, c'est le niveau global des océans. Et puis ensuite, avec le réchauffement climatique et l'entrée dans l'Holocène, la fonte des glaciers, on a pu assister à une transgression très rapide de l'ordre de 1 cm par 1 cm par an, suite à quoi, à la transition entre le mésolithique et le néolithique, on a observé un fort ralentissement de cette hausse, voire une stagnation du niveau marin proche, à proximité de l'actuel. Alors, dans le détail, si l'on zoome à nouveau sur ces, on va dire, 10 000 dernières années, et qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé sur les différentes régions côtières de France, de la façade Manche Atlantique française, eh bien, on peut constater qu'on a quand même des différences assez significatives dans le signal de cette remontée du niveau marin. Alors ça, c'est lié à essentiellement les mouvements verticaux du sol. Ce que j'ai essayé de représenter ici, c'est ce qu'on appelle la glacio-isostasie. Je vous ai montré mis quelques schémas pour illustrer en fait le principe. En fait, c'est une déformation de la lithosphère sous l'effet d'une surcharge de glace. Donc ça, c'est un état d'équilibre en glaciation. Et je vous ai mis deux cartes. Une carte au cours du maximum glaciaire où on voit qu'effectivement, une grande partie des îles britanniques sont recouvertes de glace. Et donc sur les marges de cette calotte glaciaire, on a la constitution d'un bourrelet et d'une tendance au soulèvement. Et puis lorsque cette glace fond, eh bien, on a le mouvement inverse qui s'opère avec une subsidence au niveau du bourrelet marginal, donc en périphérie de l'ancienne calotte glaciaire, et on a donc un soulèvement au centre. Et donc ces mouvements, ils sont très très lents. Donc bien après la fonte totale des calottes glaciaires sur les îles britanniques, le bourrelet a continué à se résorber et le centre, les régions centrales, anciennement centrales de la calotte, ont continué à se soulever. Donc ces mouvements verticaux du sol, ils introduisent une certaine variabilité spatiale et temporelle dans cette histoire globale de la remontée du niveau marin. Et donc c'est ça qu'on cherche à reconstituer, qu'on a cherché à reconstituer, et on n'a pas été les premiers. Alors je vous ai mis cette petite diapo pour vous montrer que c'est une question relativement ancienne. Le tout premier en France à s'être intéressé à cette question, c'est un capitaine de vaisseau, Alfred Devoir,
qui a publié ce papier, la témoin mégalithique des variations des lignes de rivage armoricains, en 1912, et donc qui a cherché, qui a fait le constat de vestiges mégalithiques observés en zone intertidale, mais qui avaient été érigés initialement sur la terre ferme, et donc a fait le constat d'une élévation importante du niveau marin. Il a cherché, à travers des calculs savants de positionnement par rapport à des niveaux de marée, à reconstituer en fait les anciennes positions du niveau de la mer. Par la suite, les géologues et sédimentologues, géomorphologues se sont emparés de cette question. Donc ça a été quelque chose d'assez important, en tout cas une thématique de recherche assez florissante dans les années 60-70 en France. Et notamment où les auteurs que vous voyez ici ont pu reconstituer les grandes tendances, c'est-à-dire remontée très rapide, puis ralentissement, avec toutefois observé ici ces grands mouvements ponctués de phases de régression marine, de petites régressions marines, dont certaines étaient attribuées par les géomorphologues, en tout cas attribuées certaines phases, comme ici, la phase qui est entre 3000 et 2500 avant aujourd'hui, qui arrive au bronze final et aurait été responsable de la formation des grands massifs dunaires, en tout cas en Bretagne, puisque en fait la baisse supposée d'un niveau marin aurait entraîné l'exondation de grandes surfaces sableuses qui auraient permis à la déflation éolienne de constituer des grands édifices dunaires. Alors ces hypothèses-là sont aujourd'hui totalement battues en brèche, mais j'avais quand même envie de vous faire cette petite introduction historiographique. Alors voilà, après, pendant 25 ans, en fait, cette thématique de recherche a été totalement abandonnée, tombée en désuétude, et donc ce n'est qu'au milieu des années 2000 qu'on a repris un peu ces questions au laboratoire LETG, et on a réactualisé en fait les approches et les données en multipliant les carottages, les datations radiocarbone, les analyses sédimentologiques, essentiellement dans les séquences sédimentaires côtières. On a aussi utilisé des méthodes qui avaient été développées par des collègues européens qui, eux, avaient avancé entre-temps, notamment en utilisant des bioindicateurs comme les foraminifères. Et puis, on a pu reconstituer l'évolution du niveau marin, non plus sous la forme de courbes oscillatoires, mais sous la forme d'enveloppes ou de boîtes, dans lesquelles, dans chacune de ces boîtes, doit se situer un point qui correspond à une ancienne position du niveau marin. Donc on a intégré en fait toutes les sources d'incertitude pour éviter de faire des courbes en yo-yo, mais plutôt des enveloppes. Alors, suite à ce travail qu'on a mené surtout à la Pointe Bretonne, on a cherché à l'élargir sur l'ensemble de la façade Manche Atlantique française, et donc on a pu profiter de 5 décennies de recherche sur le littoral français, donc essentiellement des études de sédimentologie. Et puis on a épluché environ 70 publications de façon à récupérer des informations sur les datations radiocarbone, la profondeur des échantillons, etc. Et l'information qu'on pouvait en ressortir en termes d'anciens positionnements du niveau marin. Cette base de données nous a permis de produire en fait, ce recensement et cette analyse des publications anciennes nous a permis de compiler 267 points indicateurs des anciennes positions du niveau de la mer, qu'on a ensuite rangé en 3 catégories. Je passe sur les détails, mais vous avez ici la distribution dans le temps de ces points. Et puis plus récemment, on a, avec des collègues espagnols et nord-américains, on a découpé cette base de données en plusieurs régions, puisque chacune des régions a sa propre histoire, en fonction des mouvements verticaux du sol qu'elle a pu enregistrer dans le passé. Et donc on a découpé la façade Manche Atlantique en 7, vous voyez qu'on est aussi allé un peu plus bas, mais en 7 régions, et on a notamment modélisé les incertitudes de façon à produire une courbe de probabilité moyenne de la position du niveau de la mer, et puis des enveloppes avec des probabilités à 1 et 2 sigma. Je passe sur le détail. Et alors, ce travail nous a montré que, contrairement à ce qui avait été dit dans le passé, on n'avait pas d'épisode régressif significatif, pas de baisse du niveau de la mer dans l'histoire récente, pas de niveau marin non plus supérieur à l'actuel, des vitesses d'élévation décroissantes au fil du temps, et puis une
une certaine variabilité, comme une grande variabilité spatiale et temporelle entre ce qui se passe, on va dire, dans la région aquitaine et ce qui se passe, la courbe qui représente, qu'on a pu retracer dans le nord de la France. Alors ensuite, on s'est posé la question suivante. Comparaison n'est pas raison, mais on s'est quand même posé la question de voir si, en fonction des données qu'on avait, on pouvait comparer les rythmes anciens obtenus avec des approches en fait géologiques, avec les données instrumentales beaucoup plus récentes des marégraphes. Et donc là, j'ai repris en fait les données d'un collègue de façon qui a surtout retracé les rythmes, les tendances d'élévation moyenne du niveau marin sur la période 1970-2018, sur les différents ports qui sont représentés ici, qui sont localisés ici. Et ensuite, je me suis demandé si on pouvait, alors par exemple Dunkerque, 1,75 mm d'élévation sur la période. J'ai donc pris la courbe dressée pour le nord de la France. Vous avez ici les vitesses, donc le temps qui défile ici, les vitesses qui diminuent jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai regardé pour 1,75 mm par an où on se situait dans le temps. Et donc si, à la question, c'est-à-dire jusqu'à quand il faut remonter dans le temps pour retrouver des tendances similaires ou aussi fortes d'élévation du niveau marin, eh bien la réponse est la suivante. J'ai mis des âges en fait à côté des étoiles et c'est autour de 6 à 7 000 ans. C'est-à-dire que depuis, il faut remonter 6 000 ans avant pour avoir des vitesses équivalentes. Donc, bon voilà, c'est un élément de réflexion en tout cas sur ce qui se passe aujourd'hui et qui peut tendre à nous faire penser que, me laisser penser que le niveau, la hausse du niveau marin est vraiment le phénomène, en tout cas un phénomène prépondérant dans la dynamique du trait de côte. Alors ensuite, je me suis demandé quelles pouvaient être les implications de cette hausse du niveau marin sur l'évolution de deux types de côtes, une côte rocheuse et une côte sableuse. J'ai pris pour la côte rocheuse un cas que les Brestois connaissent bien, parce que c'est l'archipel de Molène, c'est au large de Brest, en mer d'Iroise. Je suis désolé pour la qualité assez médiocre de la carte, mais ça paraît beaucoup mieux sur l'écran. Vous avez en jaune, en fait, cet archipel, c'est 7 îles principales que vous avez en jaune. En bleu, c'est l'estran. Et vous voyez que ces îles, elles forment, quand on dresse un profil topo-bathymétrique qui est ici, on voit que les îles, c'est vraiment les points culminants d'un plateau, un grand plateau sous-marin qui est immergé sous quelques mètres d'eau seulement. Et on peut penser qu'effectivement, au cours des derniers millénaires, avec la hausse du niveau marin enregistrée en Bretagne, cet archipel a connu des changements morphologiques importants. Donc on a pu simuler le mouvement transgressif des derniers millénaires sur la topobathymétrie. C'est quelque chose d'assez simple, mais qu'on s'est autorisé à faire ici parce qu'on est sur quelque chose de très rocheux et une côte de dénudation très rocheuse qui est balayée par les courants et les houles. Et donc on peut constater, effectivement, les cartes paléogéographiques montrent une fragmentation importante des territoires et une baisse des superficies, à la fois d'estran et puis des superficies terrestres. Et là, on peut considérer que la hausse du niveau marin est le facteur prépondérant d'évolution, en tout cas à cette échelle de temps-là. Le deuxième cas de figure, et je vais aller très vite, c'est un cas qui est une côte sableuse. C'est situé dans la péninsule Nord-Médoc. On s'est surtout intéressé à ce secteur-là, et c'est une côte qui aujourd'hui est en érosion très très intense, très rapide. Et voilà, je vous ai mis l'exemple bien célèbre de l'immeuble du Signal. Donc on est sur la commune de Soulac. Alors dans ce secteur qui recule très vite, et en particulier suite à certains événements de tempête récents, eh bien, on a pu identifier différents affleurements de matériel sédimentaire, donc des tourbes, des vases, des sables indurés, qui contenaient aussi de nombreux, ça c'est pour la petite anecdote, mais de nombreux vestiges archéologiques, des foyers néolithiques, des poteries antiques, enfin voilà. Et donc tout ce travail-là nous a permis de reconstituer en fait des stratigraphies, de confirmer en fait les tendances d'évolution. Et en fait dans ce secteur, on est dans un endroit de la côte française qui a le moins, où le niveau de la mer a remonté le moins en fait sur cette période.
sur les derniers millénaires. Et donc, pour autant, les résultats qu'on a pu obtenir nous ont montré bien des changements paléogéographiques très importants, avec des phases d'ouverture, de fermeture, de destruction de cordons dunaires et de reconstruction, et donc qui montrent qu'en réalité, là, le facteur niveau marin n'est pas le facteur prépondérant, et donc qu'en revanche, on est sur on a d'autres facteurs comme les dynamiques morpho-sédimentaires et hydrodynamiques. Donc voilà, pour conclure, quelques points. La difficulté de positionner précisément les anciens niveaux marins, enfin en tout cas avec un bon degré de précision, et l'intérêt de prendre en compte les incertitudes. Je rappelle que le niveau marin n'est pas toujours le facteur de contrôle prépondérant, et puis en guise de perspective, je dirais que si on a fait le tour de la question concernant à peu près les grandes tendances sur les variations du niveau de la mer à cette échelle, enfin à l'échelle du territoire que je vous ai montré, eh bien, on a encore énormément de travail à faire sur les changements paléogéographiques et puis les implications de ces changements sur les sociétés littorales passées en termes d'adaptabilité, de résilience, etc. Voilà, j'en ai fini, merci. Merci Pierre pour cette vision. Reste ici, je pense qu'il y aura quand même des questions. Pour cette vision donc un petit peu détaillée de l'évolution du littoral ces derniers millénaires et les déterminants en effet associés. On va donc prendre quelques questions. J'ai une question. Serge Meunier, Toulon. Vous n'êtes pas intéressé à la Méditerranée du tout ? Non, pas dans le cadre de cette étude-là. Parce que c'est la même chose que l'Atlantique ou c'est pas très non, différent, alors il y a une grosse différence. C'est-à-dire qu'en Méditerranée, on n'a pas ce phénomène de marnage et on a beaucoup moins d'incertitudes. Et on a eu, dans les années justement 90, un gros travail qui a été fait pour replacer, enfin, notamment dans le delta du Rhône, mais aussi sur les corniches à Lithophyllum, ou alors on a utilisé des balanes indicateurs des anciennes positions du niveau marin avec une précision beaucoup plus forte. Enfin, disons qu'il était beaucoup plus aisé de faire ce travail en Méditerranée. Donc, il y a déjà, l'information existait déjà, quoi. Donc, on n'a pas retravaillé là-dessus, mais il y a une base de données très précise et abondante sur le littoral méditerranéen, en fait. Moi, peut-être de te demander de quelle manière cette vision un peu historique donc, peut être projetée, peut servir à réfléchir aux évolutions probables du littoral. Et pour répondre à ta question, sur quels enseignements on peut tirer, c'est ça. Pour l'avenir, ouais. Et c'est... Parce que finalement, c'est vrai qu'on a souvent des questions sur le plutôt court terme, les décennies, le siècle à venir, et comment ces apports qui sont plutôt sur du millénal, de l'ordre de 2000 ans, voire plus, peuvent se combiner. Alors c'est vrai que sur ces échelles de temps, on a cette hausse du niveau de la mer, mais on a aussi toutes les dynamiques sédimentaires dont j'ai parlé à la fin. La formation des dunes, leur érosion, leur reformation, c'est des choses qui sont assez complexes, en tout cas à agréger. Ouais. Pour ça, je ne l'ai pas dit en conclusion, mais le développement, la nécessité de développer des nouveaux outils, je pense notamment à la 3D ou autre, pour intégrer tout ça, en fait, et voilà, ça c'est vraiment une perspective qui serait intéressante. C'est surtout en termes d'évolution paysagère, d'ampleur des évolutions. On voit par exemple que sur la côte de Soulac, sur mer, on se situe, en tout cas ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on se situe à l'emplacement d'un ancien chenal, que ce chenal a été comblé par des sédiments fins, estuariens, qu'ensuite on a eu 2 phases de formation et d'érosion dunaire, et donc on est sur un littoral qui est à ces échelles de temps-là a été extrêmement mobile. En fait. Et donc, c'est vrai que si on avait tenu compte de cela avant d'urbaniser, c'est dans un monde idéal, mais on aurait pu effectivement établir que c'est une côte qui présente une très très forte mobilité sur le temps long,
et donc doit probablement subir des phénomènes d'érosion et des reculs très rapides du trait de côte sur des échelles aussi de temps plus courtes. C'est peut-être dans cette perspective que cette approche long terme peut fournir en tout cas des éléments de réflexion sur l'actuel et les perspectives qu'on peut tirer. Voilà. Gaël André, du CHUM. C'est sur les tendances que vous montrez d'évolution du niveau de la mer sur le littoral français. Est-ce que les variations verticales du socle est prise en compte ou pas dans ces évolutions-là? Alors, tu veux dire dans les... Ouais, les trucs de Guillaume Daudet, là. Les tendances. Ça, c'est les... Non, c'est les temps... alors, tout comme, en fait, mes données intègrent aussi ces variations-là, variations du sol, en fait. Les données, là, présentées par Guillaume, c'est aussi... on a... la composante mouvements verticaux du sol n'a pas été extraite là. Voilà, donc j'ai pris en fait des données qui étaient à peu près comparables entre elles.